depuis la nuit des temps, on franchit les mêmes étapes pour arriver à survivre à la perte d'un proche. En me rapprochant de ce moment si singulier de la mort, je prends conscience du minuscule dans la vie. Moi, ça m'est arrivé de pleurer derrière un poteau d'église plein de fois. Mais on sait se reprendre et on sait être en posture professionnelle. Parfois, réussir un rendez-vous, c'est que la personne soit autorisée à pleurer à la fin. Il y a des mots du secteur qui sont complètement interdits chez nous. Mais il y a des gens du secteur qui parlent de dépouille. Je suis désolée, c'est un mot affreux, quoi. Moi, mon challenge économique, c'est pas de budget publicité, pas de communication, mais le bouche à oreille. En fait, il y a des entrepreneurs faits pour des levées de fonds et ce genre de capital. Et il y a des entrepreneurs faits pour maîtriser 100% de leur capital. Et c'est pas les mêmes personnalités. Si on veut changer les choses, il y a un truc à changer. Et là, ce serait directement impactant, c'est de briser le tabou autour de la fin de la vie, de la mort et du deuil. Bienvenue à tous, je suis Mathieu Leland, créateur de ce podcast et d'un club d'entrepreneurs. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma discussion avec Clémentine Piazza, qui est la fondatrice et la CEO de In Memory, qui amène de l'humanité dans les pompes funèbres. Avec son équipe de plus de 70 passeurs de vie dans 5 villes de France, elle a levé plus de 20 millions d'euros et tente de changer les pratiques d'un secteur monopolisé par 2 acteurs historiques. C'est une dirigeante qui m'inspire par la mission spirituelle qu'elle s'est donnée, sa profondeur intellectuelle et son énergie. Dans cet épisode, tout en douceur et en émotion, on va parler du deuil, on va parler du métier de pompe funèbre, on va parler aussi de son ambition liée à sa levée de fonds et on va aussi discuter de leadership féminin. Abonnez-vous sur votre plateforme préférée et si vous avez apprécié ce moment, mettez 5 sur 5, ça nous aide énormément. Merci beaucoup. Avant ça, une dernière chose, je remercie notre partenaire 108 milliards fondé par Mounia RK. C'est le coaching basé sur les neurosciences qui t'apprend à reprogrammer ton cerveau pour parvenir à tes objectifs. J'en bénéficie depuis 3 mois, c'est absolument ouf. J'ai réussi à reprogrammer totalement mon agenda, à oser y intégrer des moments de pause, à caler les moments importants au bon endroit et aussi à pratiquer la visualisation et le téléchargement de pensées pour être bien plus performant dans mes journées. Je vous invite à les contacter vivement. En tout cas, je suis très content de te recevoir, Clémentine. Ouais, moi aussi. Très heureuse d'être là. Ravi de te rencontrer enfin. Voilà, parce qu'on se connaît par Cyril Durand, qui est le fondateur du club de boxe Temple. Voilà. Et puis parce que j'ai écouté tes interviews, notamment avec Mounia. Ouais. J'ai pas encore écouté Génération Do It Yourself, donc il va falloir que je le fasse. Voilà, mais Jeanne, dans mon équipe, m'a dit il faut absolument que tu interviewes Clémentine. C'est comme ça que je t'ai connue aussi par ce biais. Et je crois que ce qui m'intrigue chez toi et que j'ai envie de découvrir, et que j'ai envie de faire découvrir à nos auditeurs aujourd'hui, c'est à la fois évidemment que je trouve que tu es une super entrepreneur, puisque tu as, même si je suis pas fan des levées de fonds, on peut reconnaître que c'est quand même une belle perf. Tu as levé 20 millions d'euros pour un service de pompe funèbre. Vous êtes 70 collaborateurs en 5 villes de France, c'est en pleine accélération. Donc voilà, tu es une super entrepreneur et j'ai hâte de découvrir ça. Et puis le sujet que tu portes, qui est le sujet de la mort, évidemment fascinant, important, intriguant, voilà, donc j'ai envie de le creuser avec toi. Voilà, il se trouve que tu vois, comme j'aime bien être à poil et sans filet, moi j'ai perdu mon papa il y a quelques mois, tu vois, en septembre dernier, et du coup d'autant plus, je pense que c'est un sujet qui est en moi de façon récente, tu vois, et donc voilà, je suis curieux et heureux de te recevoir. Voilà. Écoute, toutes les interviews elles commencent par la même question, donc je te la pose. C'est quand la dernière fois que tu t'es sentie à poil et sans filet, Clémentine ? Alors, je pense à une cérémonie d'obsèques en particulier. C'est une famille qui nous a appelés, qui est de la communauté juive. Et donc, dans le rite juif, c'est fondamental d'aller vite. Il y a une injonction d'un retour rapide à la terre. C'est vraiment très important. Donc du coup, la loi française prévoit qu'on ne peut pas organiser un enterrement avant les 24 heures qui suivent un décès. Mais du coup, si on est concerné par le rite juif, c'est important que ce soit juste après ces 24 heures qui existent pour des raisons légales. Donc, alors, les obsèques, c'est toujours un chaos et dans l'urgence, mais là particulièrement.
Et puis, c'est une personne qui a beaucoup rassemblé dans sa vie, qui a eu des fonctions importantes. Donc, il y allait avoir 1200 personnes. Ouf. Et ça se passe directement au cimetière. Il n'y a pas de passage par la synagogue. Et il pleut. Et du coup, évidemment, sur la partie des étapes des obsèques, d'un point de vue funéraire, on maîtrise ça complètement. Donc là, je me sentais pas du tout à poil et sans filet. On était dans notre métier avec professionnalisme et dans le soin, dans la relation avec la famille. Mais il y avait une dimension événementielle quand même, puisque un rassemblement très important à l'extérieur, sous la pluie. Et c'est pas facile la pluie dans les enterrements. C'est un moment triste. Alors quand le ciel est très triste, ça rajoute quand même, je trouve, un peu de peine à la peine. C'est vrai que on se le raconte souvent quand il y a eu un rayon de soleil. C'est pas pour rien, c'est que ça réchauffe, on a l'impression que le ciel est avec nous. Enfin, il y a plein de symboliques. Donc là, c'était important pour moi de protéger un peu la foule. Et donc, ouais, c'était chaud parce que il y avait des prises de parole, parce que c'était au cimetière du Montparnasse, parce qu'en fait, il n'y a pas d'électricité dans les cimetières et qu'il fallait des micros et qu'il fallait aussi trouver des tentes pour couvrir tout le monde parce qu'il y aurait beaucoup de prises de parole. Donc, c'est 2 heures sous la pluie, intense et battante. Et donc, on a relevé ce défi. C'était chaque seconde comptée. On a fait appel à nos partenaires qui savent faire de l'événementiel, mais c'est important de prendre soin de ses partenaires, parce que là, on les a appelés en leur disant, bon, en fait, c'est demain, et puis c'est gros, quoi. Et puis, il y avait beaucoup de personnes qui allaient faire des discours avec beaucoup de charisme et de leadership. Des personnalités publiques, des personnalités importantes. Donc, on voulait que leur voix soit posée et qu'on puisse les entendre, y compris si on est à la fin derrière. Et puis aussi un peu de sécurité, et puis des parapluies pour tout le monde qu'on a trouvé en 24 heures. Et ça donne envie de te demander qui c'était. C'est horrible. Alors ça, c'est toujours confidentiel. Mais on a soulevé des montagnes, et là, j'ai eu chaud, et on a réussi. C'était très intense. Waouh! J'ai du mal à imaginer en effet une foule de 1200 personnes dans un cimetière, même si le cimetière du Montparnasse, en effet, est très grand. Ça doit aller entre la tombe et la fin de la foule. Alors les allées sont assez larges. Écoute, ça nous arrive finalement assez fréquemment. Je dirais qu'il y a quand même 15% de nos cérémonies à Paris qui rassemblent plus de 500 personnes. Alors c'est vrai que dans les églises, on s'en rend moins compte parce qu'elles sont très larges. Donc, je me souviens d'une très grande cérémonie à Saint-Sulpice. 800 personnes, c'est que 40 rangées. Mais parce que c'est tellement des structures, des architectures, des bâtiments qui sont extraordinaires. C'est pas à taille humaine, quoi, les églises. Donc, du coup, on se rend moins compte. Mais en fait, c'est des moments qui rassemblent. C'est un moment où on fait humanité. Donc, c'est vrai que... Incroyable. Finalement, ça arrive et c'est toujours très beau et très fort, bien sûr. J'ai envie de te demander, du coup, c'est quoi le point commun, pour un peu d'humour le matin, c'est quoi le point commun entre quelqu'un toi avec ton recul, qui arrive avec 40 personnes à son enterrement et quelqu'un qui arrive avec 1200 personnes? Tout est commun. Absolument tout. C'est-à-dire que ce qui est commun, c'est un parcours qu'on doit franchir ensemble, avec la famille, en souvenir, en hommage aux défunts. Et les étapes sont les mêmes. Finalement, la taille de l'assemblée, c'est bien sûr à prendre en compte par rapport, nous, à nos équipes, à la notion d'accueil, à la préparation des lieux de cérémonie. Mais je dirais, à part ce point de vue du sens du détail, c'est très important d'un point de vue du métier, mais ce qui est en jeu, c'est la même chose. En fait, le rite funéraire, il est assez incroyable parce qu'il est de l'ordre de l'anthropologie. Tu vois, en fait, l'humanité est née avec les rites funéraires. Et vraiment, la civilisation, la première, elle a été datée à partir du moment où on a identifié des rites d'enterrement de nos morts. Donc, c'est inhérent à la société. Et depuis la nuit des temps, on franchit les mêmes étapes pour arriver à survivre à la perte d'un proche, qui sont ces rites, qui sont assez incroyables, parce qu'ils sont assez magiques quand même. Je pense qu'on les fait pour arriver à guérir un jour, en tout cas à vivre avec. Et donc, ça consiste à
prendre soin du défunt, le déplacer de là où il est à son lieu de demeure éternelle. Finalement, on ne vit pas avec nos morts ne sont pas dans nos maisons. C'est évident, mais c'est un fondamental du rite. Ça concerne tout le monde. Donc il y a ce parcours du défunt. Ensuite, il y a se rassembler et dire adieu. Alors qu'on soit 40 ou 800, c'est le même fondamental. Mais c'est vrai que pour moi, tu vois, quand je te disais j'ai perdu mon papa, on était plutôt 80, ou, tu vois, quelque chose comme ça, même si on avait 2 cérémonies, donc peut-être au total 120, tu vois. Mais c'était du coup intime, parce que je connaissais toutes les personnes quasiment, même s'il y avait évidemment des proches ou des parents de ma mère ou de mon père que j'avais très peu vus, voilà, évidemment, comme toujours, mais globalement, je connaissais quasiment tout le monde. Je me dis, à 800 personnes, comment est-ce que tu gardes cette intimité nécessaire, enfin, qui me semble, en tout cas, moi, nécessaire à ce rite, et à l'inverse, peut-être que, du coup, enfin, tu vois, est-ce qu'il y a quand même de la Mais tu as raison d'en parler, et c'est pour moi tout le talent de nos équipes. C'est-à-dire que la famille se sente protégée, safe et dans son intimité, c'est fondamental, et il faut arriver à le permettre, qu'il y ait 40 personnes autour d'elle ou 800 personnes. Par exemple, pour cette cérémonie avec 1200 personnes, moi j'avais une personne dédiée pour la plus ancienne de la famille, qui était marquée par ce décès. Et donc, il y a une personne d'In Memory qui l'a accompagnée de A à Z. On est allé la chercher en voiture, on l'a placée, et on était avec elle à chaque étape pour que, malgré ce sentiment de foule qui était réel, elle puisse vivre son moment. Donc déjà, nous, on a vraiment cette notion de protection des plus proches. Et ensuite, dans la confection de la cérémonie, on s'assure que ce qui compte pour les plus proches, ou s'il y a des messages intimes à dire, ils puissent trouver leur place. Et ça dépend de chacun. Ça va être un discours très personnel qu'on va orchestrer, où on va trouver le bon moment pour le dire. Ça peut être aussi de faire en sorte qu'au cimetière, quand c'est pas directement au cimetière, il y ait moins de monde, il y ait une intimité familiale avec un temps dédié différent. Il peut y avoir aussi un geste d'adieu, s'approcher du cercueil, déposer quelque chose dessus de personnel. Ça peut être de la terre pour le rite juif, mais ça peut être aussi une fleur, ça peut être des origamis. Et ça, souvent, c'est les plus proches qui le décident, parfois le confectionnent même. Donc, de préserver en fait un espace d'intimité, c'est important. Et en même temps, l'hommage, il est par nature collectif. Et c'est aussi un des fondements du rite funéraire, c'est-à-dire ne pas annoncer la mort de quelqu'un, c'est très bizarre. C'est interdit d'ailleurs en France. C'est interdit, ou en tout cas, si quelqu'un ne te donne pas l'info et que tu sais qu'il le sait, tu es très choqué, tu vois. Ça se fait pas, et c'est pour ça qu'il y a des avis de décès dans la presse, c'est pour ça qu'il y a un passage à la mairie avec l'acte de décès qui grave noir sur blanc avec les équipes d'état civil que la personne n'est plus là et qu'elle est décédée. Donc il y a aussi une notion collective qui est juste. Tu vois, que ce soit 40 ou 1200. Finalement, les lieux d'hommage, c'est toujours des portes ouvertes, tu vois. Enfin, dans le respect, dans la dignité, bien sûr, il y a des fondamentaux. Mais tout le monde peut assister à une cérémonie d'enterrement. C'est ouvert tout en ayant cet enjeu de préserver l'intimité, de s'assurer qu'un enfant, une fille, un fils, que des frères et sœurs puissent s'approprier ce moment. Mais ça, c'est tout ce qu'on fait quand on reçoit les familles. Tu vois, dans notre rendez-vous avec une famille, il y a vraiment 2 volets. Il y a le volet du parcours des obsèques. Le parcours des obsèques, c'est les dates, les heures, les lieux. On commence par ça. Souvent, c'est ça qui est le plus stressant pour les familles. Donc, c'est là où elles ont besoin d'une réponse. Et en 45 minutes, on a confirmé que le crématorium était disponible à cette date-là. On a pris contact avec le cimetière de la province pour savoir à quelle heure ça fermait et jusqu'à quelle heure on pouvait arriver. Enfin, tu as des trucs hyper concrets qui font que ça y est, on a des étapes, on a ce parcours qui correspond au rite d'accompagnement du défunt, de là où il est, à sa demeure éternelle. Et ensuite, il y a une deuxième discussion qui est vraiment cette dimension d'intimité et d'hommage, les 2 fréquences. On dit, voilà, qui c'était pour vous? Qu'est-ce qui est important pour vous? Avez-vous un rite religieux? Avez-vous un rite laïque? Quel est votre lien par rapport à ce rite aussi? Parce qu'on peut être très traditionnel, on peut être de tradition et moins le connaître. Et donc, il y a plein de nuances, même au sein d'un même rite. Moi, c'est ce que j'aime dans mon métier, c'est qu'on rentre dans la vie d'une famille
Et on rentre aussi dans une relation à un rite. Et rien n'est autoroute. Tout est confectionné à chaque étape. Et voilà, et du coup, un des rôles qu'on a, c'est de s'assurer que le plus intime ou le plus important pour les plus proches soit réalisé. Oui, bien sûr. Mais c'est vrai que... Non, mais ça me fascine cette histoire parce que je trouve que moi, personnellement, il ne me viendrait jamais à l'idée, je pense, même si j'adore, par exemple, une personnalité publique, un chanteur, enfin, tu vois, qui décéderait, je n'oserais pas aller à son enterrement parce que je me dirais, en effet, c'est tellement un moment familial. Et c'est bien la preuve qu'on vit tous le deuil très différemment, quoi. Il y a des gens pour qui c'est hyper important de rendre un dernier hommage, même si tu as côtoyé la personne peu de temps dans ta vie. Et puis tu sais aussi, moi ce que j'apprends avec humilité en accompagnant ce moment très mystérieux qu'est la mort, c'est, tu vois, parfois il y a une personne décédée qui a dit une phrase qui a beaucoup compté pour quelqu'un, mais finalement c'était qu'une seule phrase, tu vois. Mais du coup cette personne, elle vient aux obsèques. Parce que parfois, ça a débloqué une situation ou apaisé. Enfin, il y a un peu aussi des mots magiques. Donc, en me rapprochant de ce moment si singulier de la mort, je prends conscience du minuscule dans la vie. C'est-à-dire que, tu vois, souvent, il y a effectivement le parcours, les titres, les fonctions. Bien sûr, pour les stars, ça rentre en compte et c'est un peu à part, je dirais. C'est presque la nation parfois qui s'approprie des personnes, c'est encore autre chose. Mais tu as aussi tous ces actes minuscules qui ont énormément compté dans la vie d'une autre personne. Et ça, on l'entend dans les discours, on le voit dans les témoignages qui sont déposés sur les espaces d'hommage qu'on peut créer en ligne. Je pense à un mot, moi, qui m'a marqué maintenant il y a quelques années. C'était... la défunte s'appelait Annie. C'était « Chère Annie, je vous ai croisée place des Vosges. Vous vous êtes levée et vous vous êtes mise à danser. C'est un des moments qui m'a le plus appris. » Incroyable. Et donc, elle écrit, elle se souvient et elle vient aux obsèques. Et ça suffit, en fait. Enfin, donc, Ce qui me rend triste quand tu dis ça, quelque part, c'est ce que je me suis toujours dit, c'est que... Bon, quelle que soit après ta religion, quand tu penses par exemple, moi je suis croyant, je suis chrétien, tu vois, catholique, je me dis, je crois à une vie après la mort, donc effectivement, même si je suis pas très pratiquant, je me dis que si le jour où je mourrai, je verrai les gens qui sont réunis. Par exemple, aujourd'hui en France, il y a plus d'un tiers de la population qui est sans religion. Tu te dis, mais... Dommage que les gens viennent voir la personne, parfois ils ne l'ont pas vue pendant des années, ils la revoient le jour des obsèques, tu vois. Et moi je me dis, mais quel dommage de venir qu'à ce moment-là, tu vois. On devrait faire des obsèques, moi je me suis toujours dit, on devrait presque organiser des obsèques 2 ou 3 ans avant. Je sais pas comment tu peux pas connaître la date de ta mort, tu vois, mais... moi je pense qu'il y a 2 choses. Il y a... on devrait tous avoir la discussion sur nos volontés funéraires avec nos proches avant, pour qu'aussi, effectivement, les vœux du défunt soient si bien formulés, si clairement posés, qu'il fasse d'une certaine manière partie de sa cérémonie parce qu'il l'a aussi orchestré. Et de s'assurer que nos proches savent si on souhaite une inhumation ou une crémation, si on souhaite un rite religieux ou laïque, si je prends l'exemple de la religion catholique, si c'est important que ce soit une messe ou une bénédiction, c'est tellement soulageant pour les proches qui peuvent du coup se concentrer sur l'essentiel et s'assurer que voilà, son parent, par exemple, il est là parce qu'il l'a choisi aussi, tu vois, cette cérémonie-là. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'âge pour anticiper ses volontés funéraires et que si on les posait tous, ce serait beaucoup plus aidant, beaucoup moins chaotique au moment de la mort. Et on pourrait plus se concentrer sur la peine et sur le chagrin et sur l'hommage. Et puis après, c'est sûr qu'en accompagnant ça au quotidien, il y a des choses très injustes qu'on voit et qu'il ne faut pas oublier de dire aux gens qu'on les aime et de créer des souvenirs. Ça, c'est sûr. Et ouais, toi, tu te souviens, par exemple, comment tu vis les moments, parce que j'imagine en effet que ça vous arrive d'organiser les cérémonies de gens qui, tu vois, je sais pas, j'imagine que tu as des exemples de gens beaucoup trop jeunes ou tu vois, qui ont eu un accident, etc. Tu vois, comment tu gères ça? Est-ce que tu vois une différence par rapport à peut-être une personne âgée dans le niveau de peine des gens? Comment tu abordes ça différemment? Alors,
Je répondrai en 2 temps. D'abord, alors, on ne hiérarchise pas les souffrances. On est à l'écoute. On ne connaît jamais la relation. On ne sait jamais qui c'était pour quelqu'un. Je me souviens, je m'étais entretenue avant d'accoucher avec une aide-soignante qui avait un âge assez avancé et qui m'a parlé pendant 1 heure du décès de sa maman qui avait lieu il y a 10 ans. En fait, c'est la femme de sa vie. Et elle était morte à 90 ans, tu vois, mais c'était la femme de sa vie. Et elle était encore hyper triste. Parfois, on invisibilise un peu ce qu'on appelle la mort naturelle. Et en fait, perdre un parent, c'est énorme, c'est immense. Et puis aussi, perdre sa femme, qui était celle qui nous a accompagnés pendant 50 ans, c'était aussi énorme. Et souvent, je vois aussi que, voilà, on va enterrer un grand-père et organiser ses obsèques. Et en fait, sa compagne, ce deuil, il est tellement dur qu'elle part 6 mois après. Ça arrive très fréquemment. C'est tellement dur alors que pourtant, on se dit... Bon, mourir de chagrin. Et voilà, exactement. Donc du coup, tu vois, évidemment, perdre un enfant, perdre un frère trop tôt, c'est insupportable. Et puis, il y en a aussi plein d'autres, des situations insupportables qu'on ressent parfois un peu moins parce que ça a l'air d'être plus dans l'ordre des choses. De tout ça, notre posture chez In Memory, c'est qu'on ne hiérarchise pas les souffrances. On est un écrin et on reçoit et on écoute. Et après, est-ce qu'il y a des situations où le chagrin, la colère, l'intensité est beaucoup plus importante et maximale? Oui. Comment vous gérez ça, notamment? Parce qu'effectivement, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir parfois des conflits familiaux. Comment tu te positionnes par rapport à tout ça? En fait, quand c'est plutôt minoritaire, mais il peut y avoir de la colère, notamment dans les situations très injustes, où les gens, ils n'ont pas envie d'être là, quoi. Ils n'ont pas envie de nous voir. C'était pas ça qui était prévu, quoi. Vous incarnez un peu la fin, quoi. Voilà. Et nous, on a conscience que c'est lié au deuil. Donc déjà, ça nous aide à faire la part des choses. Tu vois, ça n'a rien à voir avec les équipes et on reste très pro. Et nous, on s'est encaissé qu'à la limite, on permet ça aussi. Ça vous arrive, par exemple, qu'il y a des gens qui se mettent en colère contre vous, qui vous insultent, je sais pas. Qui sont en colère, non. Les gens sont très respectueux. Qui sont en colère contre ce moment, oui, bien sûr. Ça reste minoritaire et heureusement, les morts brutales le restent minoritaire aussi. Mais oui, ça peut arriver et on se dit, il faut que ça ait lieu et on l'accompagne, en fait. Parce que c'est une étape aussi, tu vois. Et après, quand c'est très triste, c'est sûr. Alors, nous, on passe en mode action. Je pense que c'est comme ça qu'on résiste. On a vraiment le moteur de l'utilité face à la souffrance. C'est des situations où les équipes donnent sans compter. C'est vraiment le dévouement total. Enfin, j'entends bien sûr les évolutions de la relation au travail. Enfin, nous, nos équipes, quand elles font face à ça, c'est tout qui est donné, quoi. Donc après, quand on rentre dans nos maisons, il faut apprendre à faire un sas et à faire circuler les émotions qu'on a pu ressentir. Ça s'apprend aussi, c'est des rituels, chacun les siens. Et puis après, il y a le moment de la cérémonie où finalement, parfois, c'est les plus difficiles aussi parce que on est en retrait, la cérémonie peut durer 2 heures, on est moins dans l'action. Donc on a moins notre petite potion pour résister, tu vois. Ça aide en fait d'agir et d'être utile. Et là, ça peut monter. Et puis en plus, il y a les prises de parole. Et du coup, on sait respirer aussi et faire circuler. Évidemment, moi, ça m'est arrivé de pleurer derrière un poteau d'église plein de fois. Mais on sait se reprendre et on sait être en posture professionnelle. C'est ce que j'allais te demander, c'est que... Est-ce que, je te pose vraiment des questions presque enfantines, mais est-ce qu'on est encore touché par la souffrance d'autrui quand on en a fait plein? Tu vois, est-ce qu'on s'habitue comme on pourrait s'habituer à n'importe quel autre métier et du non, coup, on s'habitue jamais. On s'habitue jamais, quoi. On s'habitue jamais. Et à chaque adieu qu'on nous confie, on redémarre à zéro aussi. D'abord parce que c'est une vie qu'on nous confie qui est singulière, parce que c'est cette famille, parce que c'est cette histoire. Donc déjà, on ne duplique rien,
tu vois. Donc déjà, on ne s'habitue pas parce que déjà, il y a un protocole, il y a des process, il y a des étapes, il y a une réglementation. Mais ça, c'est les moyens, c'est le processus. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est la matière qu'on va mettre dedans à chaque fois. Donc ça, on l'a réécrit à chaque fois. Et puis, on ne s'habitue pas. Ça reste un grand mystère. Alors après, j'ai vraiment découvert en faisant ce métier ce que ça voulait dire d'être un passeur. C'est vraiment permettre des passages de l'âme d'un état à un autre. C'est difficile à expliquer, mais on le ressent, nous. Et du coup, ce qu'on a entre les mains est hyper précieux. Et c'est une posture qui est juste aussi parce qu'elle est dans un acte, elle est aussi discrète, mais essentielle. Et il y a une bonne justesse aussi pour arriver à faire ce métier au quotidien et retrouver l'énergie d'accompagner l'immense résilience. J'ai l'impression qu'il y a une dimension quasiment spirituelle en fait à ton métier. En effet, c'est intéressant que tu emploies le mot passeur. Moi, ça me fait penser aux Styx, tu vois, ouais. Avec la barre qui emmène les morts de l'autre côté. Ouais. Et d'ailleurs, c'est peut-être... alors, j'ai plein de questions qui me viennent à partir de là. Peut-être pour rebondir là-dessus, et j'ai l'impression que, en effet, si tu veux faire ce métier avec humanité, je sens qu'il faut que tu mettes quelque chose de toi, de symbolique, de responsabilité, d'humanité, tout simplement, quoi, la capacité à être touché, en effet, peut-être fait partie de ça aussi, de pouvoir du coup trouver le juste ton, en même temps respecter, être dedans. Est-ce que tu as le sentiment que... Enfin, du coup, comment ça t'est venu, toi, déjà? Parce que ça me paraît tellement étonnant comme vocation, tu vois, de te lancer dans le business de la mort et de vouloir faire ça. Enfin, c'est comme, tu vois, peut-être les sages-femmes, il faut avoir tellement un tel envie d'accueillir la vie. Je pense si tu veux faire bien ce métier, je suppose, en tout cas, je me souviens d'une sage-femme qui m'avait dit, voilà, qu'il avait accouché mon fils, c'est une vocation, quoi. C'est une vocation, j'ai envie de faire naître des enfants. C'est plus qu'un métier, d'ailleurs, c'est pour ça que j'accepte d'être payé moins cher encore qu'une femme de ménage, qui est assez scandaleux. Comment ça t'est venu? En tout cas, c'est vrai que c'est des vocations. J'en avais l'intuition, maintenant j'en ai la certitude, parce qu'entre-temps, on fait le métier. À l'origine, il y a deux choses. D'abord, je pense que... Alors, maintenant, je le dis avec beaucoup plus de conviction. Je ne sais pas si j'en avais conscience autant à l'époque, mais une personnalité de soignant. Et nous, on prend soin des endeuillés. Donc, toute l'équipe, moi aussi, on est des soignants. Enfin, tu vois, c'est cette même passion du prendre soin, cette même passion d'être utile face à la souffrance. Et c'est de cette vocation-là dont on parle, dans un moment singulier, effectivement. Moi, concrètement, c'est en aidant une très bonne amie qui a fait face à une perte et que j'ai organisé ses obsèques. Enfin, je me suis retrouvée en fait dans la situation, pour prendre les mots d'un entrepreneur, mais de vivre cette expérience. Et j'ai trouvé ça archaïque et poussiéreux et non ajusté, et trop froid. Tu vois, par exemple, les lieux de pompes funèbres, les agences... pourquoi on en est là, tu vois? Pourquoi il y a des plaques funéraires avec écrit tout ce qui pourrait arriver d'horrible à mon père, à ma mère, à ma tante, à ma sœur, alors que tu es complètement habité par la mort de l'un des tiens. J'ai pas compris ce que tu disais là. Souvent, dans les agences de pompes funèbres, tu as des plaques, toutes les plaques en marbre que tu peux mettre sur les monuments dans les cimetières. Et donc, tu as plein de plaques. Et sur les plaques, il y a écrit à ma tante, à ma mère, à mon père. C'est la liste, si tu veux, de tout ce qui va finir par nous arriver, mais c'est pas le moment de nous en parler parce qu'on est déjà très malheureux, et puis pas comme ça, quoi, tu vois. Il y a des fleurs artificielles, il y a c'est souvent des couleurs froides. Ah, tu veux dire quand tu rentres dans une boutique de pompes funèbres? Ah, d'accord. C'est là où je voulais... C'est glauque, quoi. Concrétiser ce que j'ai ressenti, tu vois. Déjà, pourquoi ce lieu, quoi? J'ai trouvé ça archaïque, j'ai trouvé ça pas dans l'air du temps. Enfin, on sait faire des lieux chaleureux. L'hospitality a tellement évolué dans les bureaux, dans les hôtels. Et pourquoi pas, là où tu en as peut-être le plus besoin, c'est quand tu as froid à l'intérieur, pourquoi je suis dans un lieu si froid, quoi, tu vois.
Et franchement, si moche, quoi. Enfin, tu vois, c'est bon, j'ai pas besoin d'avoir ça aussi sous les yeux. Et voilà, pour moi, ça cristallise un des problèmes du secteur qu'il faut qu'on change. Tu vois, on a perdu du bon sens paysan. Enfin, tu vois, on met pas quelqu'un qui souffre derrière une vitrine dans un lieu. Oui, vous voulez ce cercueil bleu ou ce cercueil noir? Avec un catalogue de produits beaucoup trop long que personne n'a jamais demandé. Tu vois, c'est inadapté. C'est inadapté. Donc, j'ai eu ce sentiment-là. Et puis, voilà, après, c'est sûr que j'ai toujours pensé, je ne sais pas, réfléchi, en tout cas pensé à la finitude, au mystère de la mort. Et je ne peux pas t'en dire plus là-dessus parce qu'on n'est que des passeurs, tu vois. On n'en sait rien. Et nous, notre rôle, notre vocation, c'est de permettre le passage. Donc, je n'ai pas appris ce que c'était que la mort ou je n'ai pas plus appris ce qui se passait après. En revanche, je sais maintenant encore plus combien en prendre soin, ça guérit peut-être dans la vie, tu vois, pour le chemin de deuil. Toi, tu es croyante, quelle que soit ta religion? Oui. Et parfois, en faisant ce métier, c'est dur de croire aussi. Il y a des situations tellement injustes. Ça m'a pas forcément... on m'a posé la question la dernière fois, une amie, et je savais pas quoi en dire de ma propre spiritualité par rapport à ça. C'est plutôt quelque chose... en fait, alors, après, on est tellement un écrin neutre, enfin, on fait tellement rentrer la spiritualité de l'autre que c'est pas forcément la nôtre qu'on nourrit. Et parfois, si tu veux, il y a une communion vraiment collective, parfois, qui permet de soulever des montagnes. Et là, ouais, t'y crois. Et puis, parfois, t'as des situations qui ne devraient pas exister, quoi. Et là, tu te dis quand même, mais pourquoi? Donc, du coup, bon, on est ballottés. On est ballottés, mais après, nous, ce qu'on aime, on aime la spiritualité aussi. En fait, on aime les rites, on aime ça, vraiment. La mienne, elle est un peu de côté, parce qu'elle est au service de celle des autres. Mais est-ce que j'aime les instants spirituels? Est-ce que j'aime les rites? J'adore. C'est aussi une passion, tu vois. Donc, du coup, de voir... Et puis, les communautés ont leur histoire. Enfin, être à des obsèques juives, musulmanes, chrétiennes, laïques, protestantes, catholiques, c'est pas pareil, en fait. C'est pas la même ambiance, c'est pas les mêmes histoires. Et c'est savoureux, en fait. T'as l'impression aussi de... découvrir le monde, l'âme humaine. De vraiment rencontrer ces communautés. Moi, c'est pour moi je me sens hyper honorée de la confiance à chaque fois de chacun, et on devient l'un des leurs aussi. Enfin, ça, c'est... on connaît les officiants religieux, on est avec eux sur le terrain. Voilà, on connaît aussi leur fatigue, leur agenda. Tu vois, franchement, les officiants religieux, ils organisent plein d'obsèques chaque semaine. C'est un sacerdoce, vraiment. Enfin, tu vois, donc du coup, bon, on est solidaires aussi. Et puis, j'espère qu'on les aide à mieux travailler et à être dans une place qui leur va bien. On a un vrai respect pour ça. Et du coup, je me souviens, parfois, j'étais au démarrage. Et puis, bon, maintenant, ils le savent, ils le voient. Je disais aux prêtres, mais vous savez, nous, on est un intermédiaire important pour vous. Alors, ils disaient, ah bon, mais pourquoi? Enfin, en gros, bon, la partie spirituelle nous appartient et la lecture des textes aussi. Je dis oui, mais vous savez, on débloque plein de situations juste avant. Enfin, les gens nous demandent, est-ce qu'on peut réserver des églises? Est-ce que ça se fait? Est-ce que vous pensez qu'on peut aller dans cette grande église? Bon, est-ce que vous pouvez me rappeler les grandes étapes d'une messe? Parce que bon, ça m'intimide un peu d'aller voir un prêtre. Ça fait longtemps que j'y suis pas allée, mais que c'est quand même important. Et on sait parler du rite de la lumière. On sait donner le sens de chaque chose, par exemple. Et donc, on permet à chacun d'être un peu plus près à la discussion qui va avoir lieu avec l'officiant. Ça rend la discussion plus intéressante. Moi, c'est ça mon rôle. C'est d'avoir mis la famille en confiance. Certaines connaissent leur rite parfaitement. Et là, on est très discret. Et parfois, il n'y a même pas besoin de mettre en lien un officiant avec une famille. Ils se connaissent déjà. Mais ça, c'est assez minoritaire. On est plutôt deux traditions. Et donc, nous, on remet les choses à plat, on réexplique, et du coup, les gens sont plus prêts à cet entretien, ce qui fait que le prêtre, il a plus eu une matière intéressante, ce qui fait qu'il en parle mieux. Et à la fin, bien sûr, pas sur la dimension religieuse, qui est toujours fait avec beaucoup d'engagement, mais la matière, ce qu'on a dit de la famille, du défunt, c'est mieux. Et là, je me dis, on a aussi participé à ça, tu vois.
Et on est dans le sens du détail et les signaux faibles, mais quand tu es face à la mort, tout se voit et tout se ressent. Et je crois que ça fait des grandes différences. Ça, c'est une grande fierté aussi. C'est incroyable, tu es vraiment passionné de ton sujet et en même temps, ouais, c'est fascinant, je trouve. Et la question qui me vient aussi, c'est en effet, tu disais que ton équipe, vous êtes des passeurs, que vous êtes tous dans le soin et donc des personnalités, je suppose, assez empathiques. On l'imagine facilement, qui sont une capacité à créer du lien facilement, organisé, etc. Alors déjà, c'est quoi les grandes qualités pour travailler dans les pompes funèbres? Et comment tu formes tes équipes? Comment tu les accompagnes? Et d'ailleurs, et comment elles sont formées à la base? Elles viennent d'où, ces gens-là, tu vois, pour faire ce type de métier? Alors d'abord peut-être les 3 qualités, l'écoute véritable, hein. Donc écouter, c'est une écoute avec l'intention de saisir ce que la personne veut vraiment nous dire. Donc c'est une écoute engagée. En plus, on pose des questions pas simples aux familles. Qu'est-ce que vous voulez pour les obsèques? On ne pose pas comme ça, mais à la fin, on doit comprendre des souhaits qui parfois ne sont pas clairs. Donc il faut vraiment écouter et cheminer ensemble pour arriver à apporter de la clarté sur « ok, c'est ce parcours d'obsèques qu'il faut ». Donc l'écoute véritable. Ensuite, l'empathie comme... alors, l'empathie, c'est pas souffrir avec, c'est tenir bon pour l'autre aussi. La sympathie, c'est souffrir avec. La compassion, c'est souffrir avec. Nous, c'est pas notre rôle. C'est comprendre la souffrance. Mais nous, c'est l'entendre et c'est savoir la faire respirer. Y a quelque chose qui est assez connu, qui est très vrai, c'est que permettre à la souffrance de s'exprimer, c'est la considérer, c'est déjà lui donner de l'air. Parfois beaucoup plus que donner des conseils. Permettre à quelqu'un de raconter ce qui ne va pas, c'est énorme en fait. Et souvent, je le vois maintenant, c'est pas forcément facile pour moi à vivre. On a, je sais pas pourquoi, l'impression qu'il faut donner des conseils pour aider l'autre à aller mieux. Enfin, je comprends pourquoi, l'intention est bonne. Mais c'est pas toujours le bon moment. Oui, on a parfois juste besoin d'être écouté. Voilà, souvent. Et après, quand on a fini complètement de déposer, il peut y avoir un temps pour qu'est-ce qu'on en fait de tout ça. Mais on se sent parfois responsable de conseiller. On a l'impression que c'est aider. Mais écouter, c'est sûr, c'est aider. Et conseiller, c'est pas toujours le bon moment. Donc, mais ça, c'est l'empathie, c'est comprendre qu'est-ce qui est juste, c'est comprendre, parfois c'est un mot, parfois ça va être une façon de serrer la main à la fin du rendez-vous, parfois ça va être permettre à une personne d'être émue, de pleurer, d'être aussi capable d'accueillir ça sans gêne, et donc de ne pas créer de gêne. Quand les gens se mettent à pleurer, j'imagine que ça arrive assez fréquemment, comment tu réagis, comment vous réagissez? Alors déjà dans notre culture, on est OK avec les larmes, on pense même que c'est un don de l'esprit. Moi je pense que c'est enfin, le corps est tellement puissant, c'est une façon de faire circuler, tu vois, qui est concrète et qui fonctionne. Donc on est aussi parfois réussir un rendez-vous, c'est que la personne soit autorisée à pleurer à la fin. C'est bizarre ce que je veux dire parce qu'on a l'impression que les larmes c'est jamais une réussite. Il y a certains rendez-vous où la personne lâche prise parce qu'on a tout réglé, que la confiance a été scellée, elle s'autorise la peine et à pleurer. Bah pour nous, c'est une forme, c'est un accompagnement réussi aussi, ça, parfois. Donc du coup, comme on a cette conception-là, bon, aujourd'hui, par rapport à la société où bon, faut être joyeux, avoir la pêche et réussir, c'est sûr que la tristesse, ça dérange, les larmes, on sait pas trop quoi faire. Quand on change juste son point de vue, en se disant les larmes, quelle puissance du corps pour faire circuler, et en fait s'autoriser à être triste, c'est le début du chemin. Du coup, tu es toi beaucoup plus à l'aise avec ça, et l'effet miroir dans la relation, il est très puissant. Donc quand tu es à l'aise, la personne, elle s'autorise à pleurer, et elle est aussi à l'aise dans ses larmes. Vous la prenez pas dans vos bras quand même? Non, après, c'est l'art de l'empathie. Il y a certaines personnes à la fin, où ça dépend des générations, de ce qu'on a pu vivre en rendez-vous. On peut dire, est-ce que vous m'autorisez à ce que je vous serre dans mes bras pour vous dire au revoir? C'est pas du tout là un câlin, c'est pas ce que ferait un proche ou une famille, mais
c'est sentir, et puis il y a certaines personnes, le toucher ne sera pas du tout juste, et ça va se passer par les yeux, par exemple, où il y a plein de choses qui peuvent passer, bien sûr. Ça, c'est être empathique aussi. Ouais. Donc, en tout cas, j'entends beaucoup d'écoute pour laisser passer, comprendre. Ensuite, beaucoup d'empathie pour accepter cette peine, cette tristesse qu'on passe notre vie à intérioriser, et surtout dans notre société actuelle. En effet, je te rejoins. Quelle est la troisième ? C'est la capacité à sprinter. C'est-à-dire que nous, on gère de l'urgence et un chaos. Donc moi, mes collaborateurs, franchement, c'est un sacré rythme. Il n'y a pas une routine, tu vois. C'est un accompagnement démarre. Voilà, une famille appelle pour un rendez-vous dans 1 heure et tout commence. Et rien n'existait 2 heures avant et tout doit s'exaucer en 5 jours. Le sprint démarre. Et donc, quand je dis sprint, on entend aussi la capacité à déployer une énergie forte d'un coup, le mindset solution. Attends, on est dans le chaos, c'est un problème de perdre quelqu'un et il y a un autre problème qui est que tout est urgent. Donc, c'est voilà, capacité à trouver des solutions, la rigueur, parce que quand tu avances vite, il faut que tout soit juste, l'efficacité. Et parfois, ça devient du dévouement, ça, mais c'est vraiment... nous, on sait faire des verres du souvenir pour 300 personnes en 2 jours, en plein cœur du mois de juillet, quand tout est booké à Paris, tu vois. On sait acheter des concessions au cimetière du Montparnasse alors que personne n'y arrive en 48 heures. On sait communiquer les informations sur les obsèques à des personnes qui sont réparties sur l'ensemble du territoire. Tu vois, c'est dingue. C'est un métier de dingue. Et je dis sprint aussi parce qu'il y a une dimension physique. Souvent, on projette chez nous une résilience émotionnelle qui est évidemment quotidienne, mais il y a aussi une sacrée résilience du corps. On est debout à l'église pendant 3 heures, on est debout au cimetière. Quand il fait -3, moi je pense à mes équipes, quoi. Là il a fait super froid, il a vachement plu. Et puis alors, évidemment que le corps est concerné, ça fait partie du rite. On se lève, on s'assoit, tu vois, dans les lieux de culte. Tout ça, rien n'est anodin, tu vois, tout ça a du sens. On passe d'un point A à un point B, donc le corps est en mouvement quand le rite a lieu, toujours. Il y a assez peu de rites immobiles. C'est logique, en fait. Mais du coup, c'est aussi très sollicitant. Donc, on a des personnes où l'énergie, elle est dingue. Hein. Il faut être en forme. Donc, c'est un sacré job. Hein. Ouais, c'est clair. C'est vraiment plein de dimensions. Tu vois, c'est quand même des multitalents, tu vois. Et comment tu les recrutes, les gens qui parce qu'en effet, bon, après j'ai envie de parler aussi de toi, ton aventure entrepreneuriale et qu'est-ce qu'il y a derrière cette machine, même si du coup ça me pose plein de questions d'ailleurs sur le lien entre, tu vois, quasiment avoir un why d'entreprise à mission quasiment spirituelle, de passeur, qui est très symbolique, et en même temps le fait que nécessairement vous gérez un business, donc ça va être intéressant de creuser ça avec toi aussi juste après. Mais du coup, comment tu les trouves, ces gens-là ? Ils viennent d'où ? Parce que, tu vois, ça me paraît fou, quoi, de faire ça. Ouais, de faire ça, oui, c'est ça, de trouver des gens comme ça. Eh ben, c'était un vrai challenge pour moi. Enfin, en tout cas, je me demandais si... c'était une grosse question quand j'ai démarré l'activité de pompe funèbre, parce que je voulais pas forcément recruter des gens du métier. Alors, il y a des personnes extraordinaires qui faisaient déjà ce métier, qui nous ont rejoints. Mais bon, comme c'est un secteur un peu abîmé par des acteurs historiques, dont on partage pas toujours les valeurs, il y a aussi des mauvaises habitudes qui ont été prises par les gens du métier. Donc du coup, j'avais pas forcément un vivier de recrutement dans le secteur, tu vois. C'est difficile de changer des habitudes. Nous, on n'utilise pas les mêmes mots. Si tu veux, même la langue est pas la même, quoi. Il y a des mots du secteur qui sont complètement interdits chez nous. Comme quoi, par exemple ? Pardon pour la violence de ce mot, du coup, mais il y a des gens du secteur qui parlent de dépouille. Je suis désolée, c'est un mot affreux, quoi. Ça fait froid, on ne dit pas... Devant les, j'allais dire, les parfois, clients. Devant les familles. Il y a des lieux dans les hôpitaux de France qui s'appellent les dépositoires, qui sont en fait les chambres mortuaires. Et dans la signalétique de l'hôpital, c'est dépositoire. Heureusement, pas partout, mais il y en a certains. Nous, on ne dit jamais dépositoire. Et on sait que des gens sont traumatisés par un accueil d'hôpital qui va dire « votre maman est au dépositoire ». Donc, du coup, c'est plus facile d'avoir des personnes empathiques que de réapprendre à parler, quoi. Enfin, tu vois, c'est en tout cas passer 4 ans. Et du coup,
Du coup, on a cherché dans d'autres secteurs ces qualités d'écoute, d'engagement, d'empathie. Alors, il y a plein d'autres secteurs qui ont ça. Alors, il y a la vocation d'accompagner la mort. Ça, c'est sûr, c'est singulier. Ça, c'est chacun avec soi-même. Mais l'hospitalité, l'hôtellerie, l'événementiel, évidemment le soin, la quête d'impact que tu peux avoir en RSE aussi. Tu vois, il y a plein de points communs. Et donc, on a posté des annonces en modifiant les titres des annonces pour tomber par hasard sur des requêtes pas forcément liées au métier du funéraire. Donc, chargé événementiel. Tu vois, il y a des annonces pour être accompagnant chez nous qui s'appellent chargé événementiel. Et il y a des personnes de l'événementiel qui, grâce à ça, nous ont rejoints. Qui se sont dit, bah tiens, je suis tombée là-dessus. Je veux du sens dans ma vie, peut-être que je voilà, bosse sur alors, des boîtes avec j'ai font des petits toujours fours. un lien avec ce sujet. Du vécu, pas forcément. Aussi, ça peut être voilà, des questions plus philosophiques, de penser à la mort, de penser à l'empreinte, de penser à l'hommage, etc., ces ruptures de vie. Et ensuite, du coup, on a, grâce à ça, trouvé des personnes incroyables. Grâce aussi à une Memory qui prend soin des collaborateurs. On a créé une marque employeur. Donc, avant, si tu voulais faire ce métier, parfois, tu ne trouvais pas la marque employeur qui allait te correspondre et donc tu n'y allais pas. Donc là, du coup, ça permet à des vocations non exprimées de s'exprimer, à condition de les former. Parce que du coup, quand tu n'as jamais fait ce métier, c'est un métier réglementé, c'est un métier très sérieux, très important. Enfin, on nous confie un truc sacré, quoi. Donc, la formation, elle est fondamentale. Tu ne peux pas mettre quelqu'un dans la piscine et le laisser apprendre à nager, pas sur notre métier, tu vois. Donc, la formation, elle est clé. Donc, on a créé, dès le départ, une académie interne, ce qui, d'habitude, est plutôt... Oui, après au moins une trentaine, quarantaine de salariés. Exactement. Et encore, franchement, quand la formation est au cœur, parce que c'est un investissement en temps, en argent, mais c'était hyper clair pour nous dès le départ. Moi, je suis hyper attachée à la formation. Je pense que... par exemple, quand tu te dis que, je sais pas, parfois tu as une équipe de 1000 personnes et tu n'as pas bien formé sur ce sujet qui est opéré 5 fois par jour. Donc, il y a 1000 personnes qui, 5 fois par jour, font pas bien une action parce qu'il n'y a pas eu de formation. Je veux dire, c'est ça la formation. Et quand tu as bien formé, l'aspect positif, c'est que tu as 1000 personnes qui, 5 fois par jour, impactent. C'est le scale par nature, en fait, la formation. Donc moi, ça m'a toujours complètement obsédée en tant que patronne de me dire, en fait, il faut que les gens soient formés, qu'ils aient les moyens de progresser. N'importe qui souhaite progresser, franchement. Et ça fonctionne. Nous, ça nous permet déjà d'avoir un onboarding de 3 mois. Donc pendant 3 mois, tu es sur le terrain, mais tu n'es pas en lead avec une famille. Tu ne prends pas la parole. Tu vois, tu es plus en observation, mais toujours entre le terrain et des formations plus théoriques sur les rites religieux, sur les parcours, sur la réglementation funéraire. Et ensuite, on a une formation continue, un peu dans un esprit de compagnonnage. Moi, j'aime beaucoup les traditions des compagnons, que ce soit quelqu'un du métier qui apprenne à quelqu'un du métier. Il n'y a pas un formateur externe. C'est tellement inhérent, en fait, à la communauté que c'est les anciens qui apprennent aux nouveaux. Donc, on essaie d'insuffler ça aussi. Et du coup, chez nous, tu es accompagnant. Et puis, quand tu as de l'expérience, du vécu, que tu es hyper pointu parfois sur des aspects de la réglementation très précis, des sujets de rapatriement par exemple, tu deviens un formateur pour tes autres compagnons accompagnants chez In Memory. Oui, en plus, j'imagine aisément à quel point il faut que les équipes soient sur la même longueur d'onde et les mêmes pratiques, les mêmes rites dans un moment pareil. Tu peux pas te permettre... Oui. Déjà, je veux dire, dans n'importe quelle boîte de service ou d'hôtellerie, il faut que les gens soient au même diapason. Mais alors vous, oui, et chaque puis, chaque faute est remarquée. Voilà, chaque faute est remarquée, tu as raison. On n'a pas le droit à l'erreur. Vraiment, quoi, on n'a pas le droit à l'erreur. Et aussi, comme on accueille quelque chose de chaotique, il nous faut des repères. Ça, moi, c'est ma responsabilité de manager par rapport à mes équipes. Quand tu veux être pleinement à l'écoute et que tu veux être disponible, il faut que tout roule. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a créé notre propre logiciel interne, parce qu'il y a des logiciels pour les opérateurs funéraires qui sont préhistoriques quand tu viens de la tech, mais je me disais, en fait, je dois les outiller, leur donner ces super pouvoirs de la tech, d'un bon logiciel qui fait tout pour toi, d'une organisation qui tourne, pour leur permettre d'accueillir l'imprévu, parce que c'est la nature du métier, tu vois. Donc, c'est encore plus sérieux d'avoir bordé les choses, mis de la confiance, mis de l'huile dans les rouages, pour pouvoir être 100% à l'écoute, 100% disponible, 100% serein. Ça me fait penser, du coup, à ma prochaine question, qui est...
Tu as levé 20 millions d'euros en 2022, ce qui est une belle somme, franchement, bravo d'ailleurs. Et pour moi, qui suis entouré d'entrepreneurs bootstrap, donc qui font de l'indépendance quelque chose de très important, donc garder le capital pour eux, du coup se développer selon leur culture, leurs valeurs, prendre le temps de faire des erreurs, prendre le temps parfois de prendre des chemins qui ne sont pas forcément associés à ceux d'investisseurs financiers. Et puis j'ai rencontré plein de boîtes aussi dans mon parcours qui ont levé beaucoup d'argent et où j'ai senti, alors moi mon métier à la base c'est d'être recruteur pour les startups, tu vois. Et je sentais à chaque fois à quel point il y a une forme de pression, tu vois, au résultat, à la rapidité de l'exécution, à cartonner, quoi. Quand tu lèves comme 20 millions d'euros, les investisseurs, normalement, ils attendent un multiple, tu vois, sur ton investissement. Donc, comment est-ce que tu vis cette pression? Et surtout, comment est-ce que tu peux maintenir de la qualité qui est visiblement essentielle pour toi et pour ton métier dans un contexte où, t'as levé des fonds, quoi. Ouais, alors la qualité, honnêtement, c'est pas difficile parce que tout est très aligné chez nous, y compris du point de vue de l'investisseur, parce que nous, notre façon de nous faire connaître, c'est le bouche à oreille. C'est tout. Moi, j'ai face à moi des acteurs qui sont à la télé, à la radio et dans la presse quotidienne et nationale tous les jours, tu vois. Les deux grands groupes de pompes funèbres Générale et Rock Éclair. Alors, ce n'est pas des moments où tu es devant la télé, mais l'après-midi, on ne voit qu'eux. À la radio, à certains horaires, on n'entend qu'eux. Donc, moi, mon challenge économique, c'est, si on parle la langue du commerce, c'est je suis un retailer et j'ai face à moi deux marques établies qui font de la télé tous les jours, tu vois. Et pourtant, j'ai choisi un monde sous contrainte qui est pas de budget publicité, pas de communication, mais le bouche à oreille. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui te permet de mettre la qualité au cœur et d'aligner tout le monde autour de la qualité. En fait, quand c'est tellement bien que ça crée du bouche à oreille, d'un point de vue de l'investisseur, c'est smart, ça coûte moins, ça coûte en formation, etc., mais ça coûte moins que des millions d'euros en publicité et en télé. Et moi, comme c'est ma raison d'être par rapport à ce métier, il y a parfois, et souvent, je crois, une façon d'aligner les choses, à condition de... Et ça, c'est le rôle du patron qui est le capitaine, de dire « ça va être mon play, ça va être ça ». Et voilà pourquoi c'est aligné. Moi, je ne fais pas des choses tiraillées, je ne mets pas les gens, je n'implique pas des investisseurs, des collaborateurs, etc., dans des choses où c'est tordu, quoi, tu vois. Moi, mon but, c'est que ça soit vertical, tu vois. Parce qu'on construit, parce que tout est déjà incertain. Donc, en fait, il faut que ma stratégie, ma façon d'y arriver, tout soit aligné. Donc, finalement, ça, c'est... on parle tous la même langue, tu vois. Après, ça a été ma manière de résoudre l'équation. Ensuite, par rapport aux histoires capitalistiques, moi, j'ai un point de vue, c'est qu'il y a du capital qui va bien à des personnalités d'entrepreneurs. Et en fait, souvent, on oppose, et c'est normal parce que ce n'est pas les mêmes histoires. Enfin, je comprends qu'on distingue plutôt, mais souvent, on oppose. En fait, il y a des entrepreneurs faits pour des levées de fonds et ce genre de capital. Et il y a des entrepreneurs faits pour maîtriser 100% de leur capital. Et ce n'est pas les mêmes personnalités. Moi, là, je parle de l'entrepreneuriat, je ne parle pas du métier. Mon kiff, c'est le développement. Ce que je veux, c'est que les obsèques en France changent. Il n'y a que ça qui m'intéresse. Et je suis prête à naviguer, à créer des compromis autour de cette indépendance au service de mon développement, parce que moi, c'est ce que je souhaite. Et pour y aller plus vite. Et pour aller plus vite. Et là, je me sens hyper alignée, c'est-à-dire que moi, en attendant aujourd'hui, à Toulouse, à Lille, à Marseille, où je ne suis pas, il n'y a pas d'alternative aux deux grands acteurs qui ont des pratiques qui ne sont pas les miennes. Et je pense que c'est mieux qu'une famille soit accompagnée par nous. Je souhaite aux gens de croiser notre chemin. Ça n'a rien à voir avec de l'arrogance. C'est les tripes qui parlent. Il vaut mieux tomber sur une memory, tu vois. Et il y a... Enfin, tu peux lire les avis. Enfin, c'est les gens... ils disent ça a été formidable, alors qu'ils parlent du moment le plus dur de leur vie. Mais enfin, là, on vient il y a un jeune homme de mon âge qui est mort et qui est mort trop tôt. Il avait plusieurs frères
Et ils ont voulu trouver un cinéma pour faire la cérémonie d'obsèques avec le cercueil dans le cinéma. Parce qu'il était parce que c'était sa vie et que c'était sa passion. Et on a trouvé ça. Et on a fait 2 heures de cérémonie et tout était parfait. Et nous, il n'y a que nous qui pouvons appeler. On appelle les cinémas. Ah bon, un cercueil, vous croyez? Bah ouais, c'est hyper important. Et puis c'était sa vie. Donc vous inquiétez pas, on va le faire ensemble. Tu vois, on brise le tabou à chaque fois qu'on fait notre métier, tu vois. Mais donc ça, et je sais, tu vois, juste après, ils nous ont dit, mais franchement, mais merci, mais tellement merci, mais c'était lui, etc. Et je sais que mes équipes ont été exceptionnelles. Et en fait, c'était mieux que ce soit nous, tu vois. Donc, en fait, moi, je ne suis pas apaisée. Pas de l'arrogance, hein, je ne suis pas calme tant qu'on n'a pas changé les standards. Est-ce que je souhaite qu'il y ait d'autres personnes qui fassent ça? Oui. Je n'ai pas du tout un délire hégémonique. Mais comme il y a une barrière à l'entrée sur ce sujet qui est psychologique, on n'est pas nombreux, pour ne pas dire tout seul. Donc, à moi de créer des vocations chez d'autres patrons. Ça j'aimerais beaucoup qu'on soit plusieurs à changer les choses. Et du coup, moi, je suis une développeuse et je suis très impatiente que ça ait lieu. C'est dur à vivre, hein, cette impatience, parce que voilà, quand j'entends des témoignages, la cérémonie laïque, ça a duré 20 minutes au crématorium parce qu'on ne nous avait pas recommandé de prendre 1 heure alors qu'on était 200, qu'après il a fallu laisser la place à l'autre famille, que c'est quelqu'un qui est arrivé, qui avait plutôt rempli un texte à trous pour parler de notre proche, et que ça démarre comme ça, moi ça m'aide pas à être patiente. Je sens. Mais en effet, de toute façon, dans plein de business, le fait qu'il y ait des oligopoles, ça n'a jamais été bon pour le consommateur. C'est comme ça que Free a tout cassé, d'ailleurs, à la base, sur les opérateurs téléphoniques. Exactement, c'est la même histoire. Mais tu vois, quand même, je creuse cette question parce que tu t'es dilué de combien quand vous avez levé 20 millions? 20 ou 30%, j'imagine? Ouais, dans les pratiques de marché. Après, ouais, c'est ça, à peu près. Donc, tu possèdes quand même encore la majorité de ton capital. Ouais, voilà, donc c'est un truc important pour toi, ou tu serais prête même à perdre la majorité? C'est pas important pour moi. C'est pas important pour toi. Mais quand je dis moi, mon but c'est de développer, c'est vraiment, en fait, je pense qu'il faut. Mais t'as pas peur que quand même un jour, là j'imagine que tu as pris soin de choisir des investisseurs qui comprennent ce que tu fais. Non, parce que si ça dépend de moi, ça veut dire que la boîte, elle n'est pas éternelle. C'est très important que les choses tournent sans le patron. C'est-à-dire, si in memory c'est Clémentine, c'est quoi? Ça s'arrête quand je meurs? Tu vois? Moi, je veux que ça me dépasse. Oui, mais tu peux très bien garder le contrôle et le vendre à tes salariés, ou alors le vendre à une autre boîte sur laquelle toi, tu dirais ils vont continuer la mission. Mais là, tu es dans le partage déjà. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas pareil de dire je veux, moi, garder toujours la majorité. Moi, c'est pas mon sujet. Mais je pense que quand on est patron aussi, il faut poser ses... I want it all, ça marche pas. Jamais, tu vois. Ça, je suis bien d'accord avec toi. Je le vis en ce moment, je comprends bien. Du coup, il faut faire des choix. Moi, j'ai fait le choix. Mon rêve, c'est que les familles puissent toujours avoir le choix d'in memory là où il y en a besoin. Donc, c'est les grandes villes de France. En campagne, il y a des acteurs familiaux indépendants formidables. Bon, bah ça, est-ce que ça nécessite des moyens financiers? Oui. Est-ce que c'est important comme sujet? Est-ce qu'il faut le solutionner vite? Oui. Bon, bah en fait... Pour ça, il faut partager avec des gens qui vont donner les moyens financiers aux équipes, à moi de développer. Enfin, il faut... Du coup, je suis hyper apaisée là-dessus, quoi. Enfin, moi, c'est très clair. Après, bien sûr, je regarde qui nous accompagne. Et puis surtout, en fait, les recettes qui fonctionnent, elles font l'unanimité. Donc, en fait, prouver que l'empathie, c'est la façon de créer du bouche à oreille... Je sais que moi, c'est la recette gagnante, tu vois. Donc, du coup, ça aligne aussi. Non, mais je te challenge parce que, tu vois, je pense à Emmanuel Faber, chez Danone, qui est quelqu'un, on l'appelle le moine soldat, tu vois, dans le business. Quelqu'un qui était hyper engagé pour le bien-être, pour la santé, qui faisait hyper attention à ce que la qualité des produits soit au centre de toute la stratégie. Et un jour, il s'est quand même retrouvé confronté aux actionnaires qui ont dit, en fait, mec, ça suffit. Nous, on veut de la marge, on veut créer du profit. Et donc, toi, tu veux... plutôt te centrer sur la qualité, plutôt sur des projets humanitaires, tu dégages, tu vois. Donc, je trouve que c'est toujours... Alors, je la trouve toujours très, fine, la ligne. Il y a des familles d'investisseurs tu vois, aussi. Souvent, on parle de l'investisseur, je pense que c'est pas juste. Il y a les family office, il y a des fonds qui sont là pour peu de temps, il y a des fonds qui sont là pour longtemps. Et là, ce dont on parle aussi, c'est de la notion du temps. Moi, je sais que je suis sur un temps long, parce que le deuil, c'est le chemin d'une vie. Donc,
très réducteur ce que je dis, mais j'y crois beaucoup. C'est en fait changer la façon d'accompagner la mort en France, c'est pas en 5 minutes. Faire en sorte que les gens démarrent mieux leur deuil qui dure le temps d'une vie, c'est pas en 5 minutes. Est-ce que in memory, son développement prendra du temps? Vu sa matière, oui. Donc moi, je fais toujours attention aussi à ce que ceux qui nous accompagnent dans leur thèse d'investissement aient un temps qui correspond au nôtre. Ça, il faut choisir qui nous accompagne. Et du coup, il y a bootstrap, levée de fonds, ok. Bon, il y a aussi des nuances entre les deux. Il y a est-ce que j'ai le contrôle, pas le contrôle. Tu as raison de poser la question. Mais après aussi, il y a aussi, dans les investisseurs, il y a plein de familles d'investisseurs. Les family office, ils sont dans la transmission. Ils ont tout leur temps. Je les connais. Il y a beaucoup de family office avec nous. Moi, c'est une catégorie d'investisseurs que j'apprécie beaucoup, qui va très bien aussi avec notre matière, parce que nous, on accompagne les familles dans toutes leurs couleurs et dans toute leur histoire, mais quand même, on est avec cette unité sociale qu'est la famille au quotidien. Donc, que ce soit des familles, ça nous parle bien. On les connaît bien, les familles. Et puis, en plus, il y a une transmission qui est aussi un travail de mémoire qui correspond à notre métier, tu vois. Donc, il y a aussi des accointances à prendre en compte. Et là, il faut arriver, en revanche, à ce que, voilà, on ait une solidité en tant que patron, en tant que boîte, pour avoir le luxe de choisir. C'est ça sans doute ce qui permet ensuite de tout aligner. De quoi tu es la plus fière, toi, depuis le début d'InMemory? Des équipes. Là, j'étais au dîner de Noël avec mes équipes de Paris. Je sais pas, je les ai revus tous ensemble. Enfin, on se voit tout le temps tous ensemble, on est dans les mêmes bureaux avec... on est aussi à Lyon, à Nantes, etc., où il y a des bureaux dans les villes et j'y vais souvent. Mais bon, Paris, on se voit tous les jours. Et en fait, je les ai vus et je me suis dit, les familles ont trop de chance, quoi. Franchement. Puis souvent, on se dit, oui, c'est un métier sombre alors qu'ils sont dans la lumière. C'est un métier un peu complexe, un peu dark, alors que c'est des gens, je sais pas, hyper sains, hyper lumineux. Enfin, ça m'a re-scotché, en fait. C'est beau. Bah, c'est aussi ta capacité à aller fédérer autour de toi, de créer des conditions pour qu'ils soient bien et puis de sélectionner des gens qui font fondamentalement ces qualités, j'imagine. Et à l'inverse, de quoi tu es la moins fière? Alors, la fierté, c'est pas forcément un... Je sais pas, j'ai plein d'échecs, mais je suis assez apaisée. C'est quoi un échec pour toi? Bah, ça va être un échec, c'est quoi? C'est une bonne question. J'ai mis trop de temps à décider ça. Je me suis pas dit assez la vérité là-dessus. Du coup, ça a créé des dégâts, parce que quand on n'est pas lucide... C'est pas facile cette question pour entrepreneur, parce que comme vous êtes toujours centré sur le positif, le fait d'avancer... Ouais, en fait, c'est presque la survie de l'entrepreneur, tu vois. Ouais. En fait, est-ce que c'est dur? Oui. De quoi je suis pas fière? Enfin, je suis pas calme tant que... Tu vois, c'est ça qui est dur à vivre, en fait. Je dirais plutôt... oui, il y a des fiertés, tu vois. Déjà, il faut s'en souvenir et pas les oublier. Et puis, parfois, c'est dur de tout porter. C'est un métier qui est dur, on est tout le temps dans la gravité, tu vois. Donc, étonnamment, tu vois, 2024, je suis hyper fière de ce qu'on a fait. Et c'était dur aussi. Qu'est-ce qui est le plus dur? Je pense d'être jamais tranquille. Parce que... et dans la gravité tout le temps. Moi, j'ai 2 dimensions. J'ai le métier qui est dur. Physique, intense, ouais, c'est dur, rigoureux. C'est dur les histoires qu'on recueille. Il faut avoir une discipline personnelle de cultiver la joie. Il faut mettre les angoisses à distance, tu vois. Donc, il y a un terrain de jeu assez particulier quand même. Et du coup, pour moi, un moment fort, c'est quand même un moment triste. Tu vois, les moments qui me ressourcent, c'est des moments très tristes. C'est très bizarre de dire ça comme ça, mais... Par exemple, j'avais une cérémonie et c'était dur. À la fois, je sais que c'est ma place et que je voudrais rien faire d'autre. Et puis, j'ai aussi une grande fatigue, tu vois, d'avoir vu des gens si tristes, tu vois.
Donc c'est à la fois, ça me ressource mon fondamental, mais souvent quand ça te ressource ton fondamental, il y a la joie qui est juste après là. Nous, on a un peu l'épuisement, tu vois. Bien sûr. Donc il y a ça. Et puis après, se faire connaître, c'est quotidien, faut rien lâcher. Ce qui est dur, c'est les petits ruisseaux, tu vois. Et après, ce en quoi je crois, c'est les petits ruisseaux. Ça, je crois pas à la magie. J'aime pas les plans d'action top-down. On met plein d'argent, on y va. Bon, non, c'est les petits ruisseaux. Le bouche à oreille, il est génial pour ça parce que c'est l'humilité, de la réputation pas à pas qui va commencer à rayonner, etc. Bien sûr. Donc, voilà. Et là, ça fait donc 8 ans, c'est ça, si je ne me trompe pas, parce que vous avez lancé en 2016. Combien de temps tu te vois encore faire ça ? Qu'est-ce qui ferait un jour que tu te dis, tu vois, pour les entrepreneurs qui nous écoutent, en fait, là, c'est bon. J'ai fait mon chemin avec cette entreprise, j'ai fait mon chemin avec la mission que je me suis donnée, qui est particulière. Là, à court terme, je me vois rien faire d'autre et à moyen terme non plus. Tu vois, j'ai du mal à me projeter. Et si je fais l'exercice en mettant ce que je ressens de côté de façon hyper factuelle, tiens, quels sont les métiers qui pourraient m'intéresser ? Je ne sais pas t'en sortir un. C'est ça la vocation aussi, tu vois. La vocation, c'est assez incroyable à vivre. Hein. J'ai pas connu ça avant, mais c'est vrai que du coup, tu as du mal à te projeter ailleurs. Enfin, vraiment, sincèrement, quoi. Parfois, c'est perturbant, tu vois, parce que tu sais que... Enfin, c'est rassurant de te dire que tu peux avoir un autre métier. Et là, du coup, tu n'arrives pas à te mettre à côté. Et en même temps, c'est génial parce que du coup, tu as une énergie infinie. Enfin, j'ai toujours senti que j'y arriverais toujours. Et ça, c'est grâce à la vocation. J'ai toujours senti que, voilà, oui, il y a eu 20 millions d'euros, mais j'ai eu toutes mes économies au départ. J'ai vendu mes actions d'Unibail, j'ai tout mis dans la boîte. Et j'ai toujours su, si je perds tout, j'aurai toujours le moyen de trouver 2 euros, je me fais confiance. Enfin, ça donne une force, en fait. Je sais que je trouverai toujours la solution. Mais c'est lié à la vocation, pas à la surconfiance, tu vois. En fait, comme ça doit avoir lieu, comme c'est juste, on a des amis, on a des rencontres, en fait, quand la mission est juste et te dépasse, il y a quand même une prophétie qui se met en place. Et on a plein d'étoiles, en fait. Enfin, nos défunts, mais aussi plein de gens qui nous aident, quoi. Vraiment. Enfin, c'est dingue. Donc ça, c'est génial. Et du coup, c'est pour longtemps. Ce qui me rend intranquille, c'est que il y a des cérémonies abîmées, donc j'espère qu'il y a, je souhaite à In-Memory et à d'autres acteurs qui partageraient ce qu'on fait, d'arriver à changer les standards pour que aussi la famille reprenne le dessus. Tu vois, parfois à un moment, tu éduques le consommateur pour dire en fait ça c'est pas ok. Le catalogue, il n'est pas à 5 000 euros. Enfin, le cercueil, non, c'est pas vrai. En fait, il est 2 à 3 fois moins cher. Donc, j'espère ensuite que les Français prendront le relais quand ils auront pris conscience qu'autre chose était possible. Et c'est pas forcément lié à est-ce qu'une mémoire est partout. C'est forcément lié à une présence et à la preuve de ce que tu racontes, parce que surtout dans ces moments-là, il faut le prouver, la confiance. Mais tu vois, là, on a 5 maisons à Paris, on est dans le 17e, le 16e, le 11e, Neuilly, le 2e, le 15e. Enfin, on commence là à faire des ponts, les gens commencent à se dire « Ah oui, c'était une cérémonie de mémoire, il y avait le sens du détail, tu as vu les équipes, etc. » J'espère qu'on est en train d'élever les standards pour qu'ensuite les familles, avec l'acteur de leur choix, disent en fait c'est ça qu'on va faire et c'est à ces prix-là et c'est de cette manière-là, quoi. Et... Donc en tout cas, ouais, je sens que c'est pas pour demain le Clémentine qui fait autre chose, que c'est une vraie vocation. Mais comme ça, je t'ai testé, tu vois. Ouais, bien sûr. Et tu fais aussi, tu m'as dit tout à l'heure que tu étais à l'Assemblée nationale, donc pour un débat sur les soins palliatifs, si j'ai bien compris. Ouais. Voilà. Est-ce que tu peux nous en parler et c'est quelle partie de ton métier, cette partie, disons, de ce que tu viens de dire là, en fait, de capacité à transmettre la vocation, transmettre les standards, à faire bouger les choses versus l'opérationnel, tu vois, de manager. Moi, c'est 50% de mon temps. Ah, quand même. Ouais. Parce qu'en fait, si on veut changer les choses, il y a un truc à changer. Et là, ce serait directement impactant. C'est de briser le tabou autour de la fin de la vie, de la mort et du deuil. Et donc, j'ai 50% de mon temps où je consacre mon énergie à briser ce tabou à travers des actions.
créatives, nouvelles. On teste plein de trucs. Je vais te reparler de l'Assemblée nationale, mais avant, je peux te parler d'un projet qui s'appelle Les Passeurs. C'est une exposition. J'habite dans le 17e, je suis dans le parc de les Batignolles. Exactement. Mais j'ai trouvé magnifique. Et maintenant, c'est au Square Saint-Odile, parce que ça a tellement marché que le maire qui nous avait autorisé à afficher l'exposition sur l'espace public. Geoffroy Boulard. Exactement. A souhaité le faire aussi à côté sur les grilles du Square Saint-Odile, qui est à côté de la porte de Champéret. Alors, qu'est-ce que c'est les passeurs? Les passeurs, c'est un truc auquel je suis hyper attachée, c'est de mettre en lumière toute la chaîne de la fin de la vie, ce parcours qui existe. En fait, la mort, elle fait flipper aussi parce qu'on ne sait pas qui il y a derrière. Mais souvent, nous, on nous dit « Ah, c'est rassurant que vous existiez ». J'espère qu'on crée ça, mais en fait, il y a plein d'autres métiers qui devraient être connus et qui créeraient ce sentiment de réassurance. Il y a les équipes d'accueil de jour en EHPAD, il y a les unités mobiles de soins palliatifs, il y a les psychologues en EHPAD, il y a les bénévoles d'accompagnement au deuil, il y a l'agent de cimetière qui t'accueille, qui accueille parfois chaque jour, chaque week-end, la même grand-mère qui vient se recueillir, etc. Et tous ces gens-là sont des passeurs et donc ont cette vocation qui implique de la discrétion et de la lumière. C'est un peu aussi ça, nos rôles, tu vois. C'est quand ça a l'air ténébreux, il y a des passeurs qui permettent que les choses aient lieu. Et c'est souvent des métiers discrets. On est dans la pudeur dans ces métiers-là. Et on est dans la confidentialité avec les familles, les patients, les résidents. Et du coup, c'est pas des métiers mis en lumière. Donc moi, je me dis, OK, il faut les montrer et il faut mettre des visages pour dire ça va aller. Est-ce que c'est dur? Oui. Est-ce qu'on va y arriver ensemble à franchir ces étapes? Bah oui aussi. Et donc, on prend en photo, je pense à Jeanne Amourou, qui est infirmière en soins palliatifs. Elle a 25 ans. Elle accompagne la toute fin de vie au quotidien. Elle parle comme une sage de 300 ans. C'est un soleil. Elle est belle parce qu'elle est lumineuse, quoi. Je veux dire, c'est son âme qui resplendit. Donc, on l'a pris en photo et on lui a dit « Raconte-nous ton métier, tes rituels professionnels. » Donc, et à chaque fois, il y a une grande citation. Et ensuite, il y a son témoignage sur son métier. Donc elle, c'est, je crois, il me semble, je vis des derniers instants d'une immense beauté. Bizarre, la beauté, ça interroge. C'est les derniers instants, c'est beau, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Et en fait, quand elle te raconte, tu comprends, en fait. Parce que les gens se parlent, se disent qu'ils s'aiment, se mettent en lien. Enfin, c'est extraordinaire d'être accompagnée par Jeanne, en fait. Moi, j'espère que le jour où je mourrai, je serai passée par une unité de soins palliatifs avant, mais de tout mon cœur, quoi. Donc, du coup, c'est ça qu'on veut faire. Alors, c'est génial. Là, on a accroché les affiches lundi. Et je suis allée les accrocher au Square Saint-Odile. Et c'est incroyable, l'espace public, parce qu'en plus, comme c'est que des phrases avec fin de vie, mort, deuil, etc., évidemment, les gens sont là, waouh, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'on a l'habitude de mettre ça sous le tapis. Et il y a plein de discussions. Il y a des enfants qui disent, mais c'est qui? Puis il y a une maman qui raconte avec ses mots. Et puis il y a quelqu'un qui vient nous dire, ah merci, hein, voilà, ça fait du bien d'en parler un peu quand même. Puis il y a une personne aussi qui dit, oh, quand même, ça fait peur votre truc. Mais ça y est, ça parle, quoi. Et moi, j'ai une conviction. Ça décomplexe. Complètement. C'est un tabou qu'on subit. Tu vois, Moi, j'ai trouvé ça magnifique. Hein. Je te dis, en plus, je l'ai vu, je te dis, pas très longtemps après que mon père soit décédé. Et j'avoue que ça m'a fait beaucoup de bien de voir des visages, de voir qu'on en reparle. Parce qu'en effet, tu vois, pour l'avoir vécu récemment, c'est tellement essentiel d'avoir des gens qui sont... Jeanne, ça me fait penser, ça m'avait ému parce que je me disais, mais je pensais aux gens qui ont accompagné mon père à la fin. Tu vois, c'est des gens... tellement de respect et tellement de gratitude pour ces gens-là. En fait, c'est un métier magnifique, quoi. Essentiel. Magnifique. Et c'est ce que je faisais aussi à l'Assemblée nationale avec les soins palliatifs qui ont tellement besoin de moyens en France et qui, pour moi, nous permettent de faire société. Enfin, la manière dont on dit adieu à nos anciens ou à ceux qui sont malades et la manière dont on enterre nos morts, ça en dit long sur la société. J'en suis convaincue. En fait, cette médecine palliative, il faut la faire connaître parce qu'il y a un problème de recrutement dans cette médecine. On peut comprendre, la médecine, elle est là pour guérir. Mais c'est la plus belle des médecines, pour moi, je trouve, parce qu'elle est à la fois technique. Donc, quand on aime soulager, il y a toute une... Voilà, il y a les techniques, il y a les médicaments, c'est des grands professionnels de la gestion de la douleur. On sait l'accompagner la douleur aujourd'hui, c'est une médecine récente, cette médecine, mais elle est fondamentale. Et puis aussi, c'est la médecine qui sait que le lien est un médicament, quoi. Et qui a ce talent d'avoir des discussions que personne ne sait avoir. Et... Ils sont à l'écoute, les parlementaires? Oui, alors après, ça m'engage. Tout le monde est pour les soins palliatifs, évidemment, personne n'est contre. Est-ce qu'il y a les moyens? Non. Sauf qu'il y a 600 000 décès en France et il y a peu de personnes qui passent par ces unités, alors que
On en a besoin dans beaucoup plus de Ah ouais, cas c'est fou, ok. parce qu'il manque des unités. Et puis, bah, voilà, je connais Victor Grange, qui est le fils de Claude Grange, qui est un grand docteur en soins palliatifs, qui dirigeait l'unité de Houdan. Lui a fait un film sur cette unité, exceptionnel, hein, comme à chaque fois. Elle a fermé, tu vois. Donc, tout le monde est pour et ça ferme. Alors, est-ce qu'il y a une problématique de moyens? J'en suis consciente. Mais je pense qu'il faut là un peu plus, pas juste dire bravo et merci. On va finir par les épuiser eux aussi. Franchement, s'ils disparaissent, ces soignants, c'est la catastrophe, tu vois. On ne peut pas mourir dans l'indignité de manière mal accompagnée. Donc, il faut les écouter, les applaudir et puis aussi, là, les aider à recruter, sensibiliser, leur trouver de l'argent. Mais bravo de Voilà. faire ça. J'ai envie d'aborder un dernier sujet avec toi, qui est le leadership féminin. Notamment parce que, bon, je crois qu'aujourd'hui, tu vois, les derniers chiffres que je voyais, c'était que on doit être pas très loin d'un tiers de femmes CEO maintenant, femmes fondatrices d'entreprises et qui sont CEO. En revanche, dès qu'on passe un cap, une certaine taille d'entreprise, donc toi, en l'occurrence, des entreprises qui ont levé plus de 10 millions d'euros, alors là, tu tombes sur l'équipe de femmes CEO sur 8%, je crois. En tout cas, le chiffre, il est vraiment très, très bas. Donc, tu fais partie de cette anomalie statistique, entre guillemets. Et je crois que la question, peut-être pour les mecs aussi, hein, mais pour les auditrices qui seraient de jeunes entrepreneurs ou qui ont du mal à peut-être mettre autant d'ambition que celle que tu as mis, est-ce que tu peux nous expliquer comment tu as cassé les barrières qui se présentent? C'est quoi ces barrières? Voilà, comment tu as trouvé autant d'énergie pour mettre de l'ambition comme ça dans ta boîte, dans ton projet? Voilà. J'ai réfléchi. Je pense deux choses. D'abord, je suis très attachée à la lucidité, c'est-à-dire comprendre les règles d'un jeu, accepter de les jouer ou pas, mais les comprendre en tout cas pour savoir à quoi on a affaire. La levée de fonds, c'est 6 mois de préparation avant de démarrer. Les investisseurs ont des intérêts qu'on peut comprendre, connaître, identifier. Ils ne sont pas les mêmes. Il faut aussi savoir distinguer les communautés d'investisseurs, comprendre leur fonctionnement. Il faut savoir à qui on s'adresse. Il faut comprendre l'intérêt de l'autre. Il faut comprendre son propre intérêt, savoir où est-ce qu'on peut s'entendre. Il faut être en lucidité, il faut être prêt. Alors ça, il ne faut pas tomber dans le perfectionnisme et avoir tout contrôlé avant d'y aller. Mais il ne suffit pas que ce soit juste pour trouver de l'argent. Il ne suffit pas que ce soit bien présenté pour trouver de l'argent. Les choses sont complexes, multiples, et il y a plein d'intérêts. Et donc, il faut être lucide, quoi. Mais c'est comme une négociation. C'est comme quand tu pitches quelqu'un. Par exemple, tu pitches quelqu'un, il est très sympa. C'est pas forcément que tu as réussi. Soyons lucides. Ah bah super, génial et tout, small talk, etc. Ça ne donnera rien si tu es lucide. Puis parfois, il y a des gens, tu les pitches, ils disent « Mais t'as pensé à ça, mais ça va pas. » En fait, là, il est en train de se mettre en marche, cette personne-là. Déjà, il accepte de parler du sujet. Il voit des problèmes, donc ça veut dire qu'il commence à y réfléchir. Et donc ça, ce que je veux dire par là, c'est que parfois, tu as l'impression que ça se passe bien. Et en fait, tu es passé à côté. Et parfois, il y a quelqu'un qui t'agace parce qu'il critique. En fait, il est en train de se mettre en marche. La lucidité, elle est clé. Elle est clé dans les sales. Donc, elle est clé dans les levées de fonds. Parce qu'une levée de fonds, c'est aussi être sales de sa boîte. Donc, moi, j'ai toujours essayé d'être lucide en disant, mais qu'est-ce qui est en jeu? Est-ce que là, ça va? Est-ce que là, ça va pas? Est-ce que je suis à côté de la plaque? Qu'est-ce que je renvoie? La communication personnelle, qu'est-ce qu'on renvoie? C'est clé. Et après, il faut être en intégrité par rapport à soi-même, bien sûr. Mais être lucide sur les enjeux, tu vois. 2% des femmes, je crois, ont levé... Enfin, je crois que 2% du montant total des fonds destinés à des entreprises qui lèvent, tu vois, qui accélèrent par ce biais-là, sont destinés à des femmes. Mm-hmm. Donc, c'est pareil, tu vois. Est-ce que toi, tu as senti, ou pas du tout, le fait d'être une femme pouvait peut-être provoquer des réactions, des blocages, que tu n'aurais pas... Je ne l'ai pas senti. Je pense que c'est plus compliqué quand tu n'es pas blanc et quand tu n'es pas CSP+. Là, je pense que c'est compliqué. C'est quand même un monde très privilégié qui a ses codes, signaux forts, signaux faibles, que par mon parcours, j'ai pu avoir. Là, je me suis dit, waouh, si tu les as pas, ça doit être quand même super difficile. Ça doit être quand même super difficile. J'ai pas ressenti ça. Après, tu vois, par rapport à l'ambition,
j'ai aussi créé autour de moi des contextes qui ont nourri mon ambition. C'est-à-dire, est-ce que je suis ambitieuse toute seule? Non. Est-ce que j'ai toujours nourri par des actions proactives mon ambition? Oui. Par exemple, ce que j'ai fait quand j'y pense, c'est complètement dingue. Quand j'ai démarré InMemory, j'ai rencontré Géraldine Lemeur à Vivatech, qui avait créé The Refiners, qui est un incubateur à San Francisco, qui m'a dit « Viens à San Francisco ». Je sais pas, j'avais 2 jours de boîte, quoi. Et ben, j'ai fait OK. Et je me suis retrouvée à San Francisco dans un Airbnb chez une grand-mère. Puis j'ai trouvé un bail. Et puis, franchement, en 5 minutes, j'ai décidé de suivre Géraldine, d'aller à San Francisco. Et ça a nourri. Alors, aller dans cette Silicon Valley, surtout il y a 10 ans, pour nourrir son ambition, c'est canon. Tu vois, en fait, tout le monde te parle du monde entier, pas de ton pays, tout est fois 1000, etc. Et il y a des market practices très établis aussi sur les levées de fonds. Donc, tu comprends que c'est pas magique. Tu comprends que tout ça, c'est de la transaction et du cadre. Et donc, ça te donne des outils aussi. Mais bon, franchement, c'est dingue que j'ai osé faire ça, tu vois. Et là, j'ai pas contrôlé, j'étais pas en sécurisation. J'ai vraiment pris un avion pour me retrouver là-bas et j'ai fuelé mon ambition. Et après, j'ai essayé de côtoyer, tu vois, de nourrir ma flamme par aussi celle des autres, en donnant, j'espère. Je pense que les choses doivent être réciproques, tu vois. Et parfois, dans mes agendas, je me dis, OK, est-ce que j'ai eu des rencontres qui ont nourri cet aspect-là? Est-ce que j'ai pris soin de ma propre énergie, de ma propre ambition? En fait, l'ambition, elle ne se convoque pas, elle ne se décide pas toute seule. Puis en plus, si tu es ambitieux tout seul, souvent, ça ne donne rien. Tu vois, de toute façon, il faut être ambitieux avec un collectif, avec d'autres. Et il faut du répondant là-dessus, tu vois. Donc aussi, de jouer des tours à son cerveau. Moi, j'y crois vachement à ça. Je pense le cerveau, il est plus fort que nous. Tu vois, quand tu as des habitudes, tu les reproduis, même si tu n'as pas envie de les reproduire, tu n'arrives pas à les arrêter. Enfin, et donc, créer l'habitude de l'ambition, ça se travaille. C'est un job, en fait. C'est pas je suis ambitieuse, c'est pas que dans mon enfance, on m'a donné confiance en moi. Moi, il y a chaque semaine, je me dis comment je la nourris, tu vois. Je prends le temps d'aller voir des gens. Là, j'ai pris le temps d'aller à une soirée qui était faite par Laura Le Sueur, dont j'aime beaucoup sa capacité à révéler l'ambition féminine. J'ai entendu Pauline Déroulède, qui est une tennisman, tennis fauteuil paralympique. Un shoot de dingue, tu vois. Je l'admire de dingue, ça m'a donné des ailes, tu vois, mais j'ai pris le temps de me remobiliser mon énergie. Donc, je pense aussi que ça se travaille, quoi. En fait, c'est travailler ton entourage, travailler les gens qui te tirent vers le haut, travailler les gens qui vont pousser ton ambition. Ce contenu, de quoi je me nourris, qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'écoute, à quoi j'ai passé ma journée, qui j'ai rencontré, pour jouer des tours à mon énergie, à mon cerveau, et qu'en fait, l'ambition devienne naturelle, que je la respire, et en fait, quand tu es ambitieuse, tu n'as plus besoin de le dire, ça se ressent. Enfin, je pense que les gens y croient quand je leur dis non, mais en fait, on ne va pas s'arrêter tant que ce n'est pas partout. Et du coup, c'est convaincant pour des investisseurs aussi, parce qu'ils le ressentent. Je pense qu'un patron ou une patronne qui s'arrêtera que quand elle sera leader, c'est ce qu'ils souhaitent le plus, tu vois. Et ça, en plus, cet engagement, cet alignement, je pense que, en tout cas, dans la façon dont les femmes se sont construites, ça peut bien leur aller. Franchement, c'est la conviction géniale. Hein. Quand tu es là pour exit, moi, je trouve ça moins crédible que quand tu es là pour changer un marché. C'est clair. Tu auras beaucoup plus de chances de vendre en plus en ayant envie en ayant un horizon long. En tout cas, tu penses que à comment je développe. Et... Sinon, ça veut dire que tu n'aimes pas ta boîte, quoi. Si tu veux juste la vendre, j'ai toujours trouvé ça ridicule. Tu as toujours voulu être entrepreneur? Assez vite, oui, quand même. En tout cas, j'ai toujours... non, pas depuis petite. Non. Ça n'existait pas trop, en fait. J'étais plutôt dans une famille de médecins et de sportifs. Alors, du coup, ça n'existait pas trop. L'entrepreneuriat levée de fonds, c'est du sport de haut niveau. Hein. Ouais, ça, c'est sûr. Moi, c'est clair. Donc, quand je pense à qu'est-ce que je mange, qu'est-ce que j'écoute, qu'est-ce que je bois ou ne bois pas, c'est sûr que tout est lié. Ça, j'y crois beaucoup. Et ça, le sport apprend ça. Non, c'est venu quand j'en ai rencontré plus tard. Mais après, assez vite, je me suis dit, waouh, ça a l'air. C'est quoi le déclic? J'ai fait HEC entrepreneur, donc une majeure. Et là, pendant 1 an, tu vois que des entrepreneurs différents en plus. Tu vois, ce qui est vraiment sympa cette année-là, c'est que t'en as qui rachètent des boîtes, t'en as qui sauvent des boîtes, t'en as qui lèvent des fonds. Tu vois, c'est aussi ce que je veux dire, il n'y a pas que bootstrap levée de fonds. Il y a des gens qui vont s'intéresser à des boîtes qui ne fonctionnent pas pour les redresser. Pour moi, c'est un certain type d'entrepreneur aussi. Et ça, j'ai vu tout le paysage. Après, est-ce que j'ai vu leur impatience? Ça m'a parlé. J'ai vu
leur quête d'impact, ça m'a parlé, mais j'ai aussi vu qu'il y avait plein de parcours possibles, et voilà, j'ai eu envie de faire ça. Trop bien. Juste après. La dernière question que je pose, alors, elle est toujours un peu glauque pour les autres invités, mais pour toi, ça va te parler, j'espère. À ce stade de ta vie, comment t'aimerais qu'on se souvienne de toi ? Si tu meurs le plus tard possible. C'est une question hyper difficile pour moi, parce qu'en fait, quand on est passeur, on est tellement discret. Je crois que j'aimerais bien qu'on dise que j'ai aidé à mieux accompagner les aînés et le deuil. Ouais, ça, je crois. Parce que du coup, je me dirais que tout le monde va mieux, quoi. Là, tu vois, quand je suis avec les soins palliatifs et tout, je me sens trop chanceuse de connaître cette médecine et tout. Pour moi, c'est... En tout cas, si j'ai envie de laisser une empreinte, c'est là-dessus. Et voilà. Et après, que mes enfants se disent que je les ai aimés de tout mon cœur. Petit moment émotion à la fin. Je te remercie beaucoup, Clémentine, pour cet épisode que j'ai trouvé passionnant et apaisant aussi. Merci pour la discussion et tes questions. Merci. À bientôt. À plus. Merci d'avoir écouté cet épisode de À poil et sans filet. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à nous mettre 5 sur 5 sur la plateforme de votre choix parce que ça nous aide énormément à faire grandir le format. Il est retrouvable sur Deezer, sur Apple, sur Spotify, sur YouTube en vidéo si vous avez envie aussi. Donc n'hésitez pas à partager, à nous mettre 5 sur 5, ça nous aide. Et surtout, à très bientôt pour le prochain épisode.